Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma decklist sur Sierra Cycle. Donc c'est une decklist que je joue depuis le 7.1 et que je joue toujours en 7.4, donc qui a été adaptée bien sûr depuis avec les nouvelles sorties. Sierra Cycle veut donc dire qu'on joue Sierra en héros, elle nous permet lorsqu'on joue un permanent de coup de 3 ou plus de l'épuiser pour créer un Scarabot, Scarabot qui est donc un jeton robot 2-2-2 qu'on peut jouer dans n'importe quelle expédition, y compris les expéditions inverses, ça peut s'avérer utile. Le combo du coup assez classique, c'est que la ruche est une très bonne win condition dans les decklists Sierra, puisque elle nous permet à 6 mana de jouer une carte qui met 6 de stats, puisque la ruche crée une 3-3-3, Sierra crée une 3-3-3, on met toutes les deux sur l'expédition qu'on veut, donc on peut mettre 6 d'un seul côté, 3 et 3, c'est extrêmement puissant pour 6 mana. A savoir que si l'adversaire ne gère pas la ruche, tous les tours, une 3-3-3 vient s'ajouter. Donc c'est un play extrêmement tempo que l'adversaire doit gérer et doit avoir quelque chose pour gérer cette situation. Si l'adversaire n'a rien pour gérer cette situation dans son deck, c'est simple, il a déjà perdu au moment où la ruche arrive. L'autre carte très importante du deck, c'est évidemment l'Ouroboros. C'est une carte qui est un permanent, qui nous permet de ravitailler en effet flèche, et si on doit ravitailler, à la place on regarde les deux premières cartes de notre deck, et on en sélectionne une qu'on met en réserve, et l'autre va en défausse. L'Ouroboros nous permet donc des effets très puissants en combo avec des cartes qui ont l'effet support d'activer les capacités d'un permanent ciblé qu'on contrôle. Puisqu'en fait, ça nous permet à tout moment de pouvoir cycler le deck, qui est donc d'où vient le nom de la decklist, et nous permet d'essayer d'aller chercher les cartes importantes qu'on veut jouer à un certain moment de la partie. Ça nous permet d'aller chercher une gestion si on en a besoin, ça nous permet d'aller chercher un bon body, d'aller chercher un après-vous, d'aller chercher un sort puissant qui peut faire peur à l'adversaire, d'aller chercher une carte qui sera utile pour plus tard, ce genre de choses. Là, on a déjà 15 cartes. 15 cartes, et c'est aussi le gros problème du deck de la decklist, c'est qu'on a 15 cartes, dont 12 rares qui sont déjà, pour moi, mandatory à mettre dans le deck. Parce que du coup, on a 3 ruches, parce que c'est notre win condition, on veut la piocher. On a 3 Ouroboros, c'est également une win condition, parce qu'en fait, si on n'a pas d'Ouroboros, on a beaucoup de mal à déclencher la plupart de nos effets, donc il faut aussi l'avoir. Et il permet d'aller chercher la ruche, etc. Et du coup, pour ça, on veut forcément le maximum de créatures, de personnages, qui ont l'effet support d'activer les permanents. Un seul, actuellement, personnage à cet effet en étant une commune, c'est Gibil, on le joue x3. Ça sera assez rare de le jouer, il va souvent juste se retrouver en réserve et donc permettre d'aller cycler. On joue Jian, on joue Inari, qui est, disons-le, Jian en mieux, puisqu'en fait Inari va avoir des très bonnes stats, et de la main et de la réserve, tout en ayant cette puissance de l'effet support. Donc c'est vraiment une super carte. Et faut surtout pas oublier qu'en fait, à tout moment, ces effets support peuvent être dépensés sur une ruche déjà en place pour créer une 3-3-3 pour 0. Alors oui, ça ne passe pas la main, mais pour 0, créer une 3-3-3 dans l'expédition ciblée, il n'y a pas beaucoup mieux dans le jeu. À cette decklist, on va forcément ajouter d'autres permanents, parce qu'en fait ça fait un peu ric-rac en permanent, et surtout maintenant avec le 7-4, on a le dépôt abandonné qui nous permet de piocher une carte en effet flèche, donc en fait ça nous rapporte de la CA, on peut le sacrifier si on a envie pour 1, mais surtout, lorsqu'il est sacrifié, on pioche une carte. Comme on va avoir tendance à avoir des Ouroboros et des ruches, on va très souvent avoir le dépôt qui est un peu en trop, qu'on va juste pouvoir jouer pour créer un Scarabot, qui sera souvent boosté parce qu'on aura ruche, donc on pioche, et à la fin du tour on repioche. Alors oui, il y a des cartes qu'on aime beaucoup avoir en réserve, mais fondamentalement, c'est pas très grave si on a des cartes en main, puisque beaucoup de nos sorts sont très utiles depuis la main. On va forcément jouer des mécaniciennes de la fonderie, on joue 9 permanents, la mécanicienne de la fonderie nous permet en effet support de réduire le coût du prochain permanent de 1, ça nous permet par exemple de déployer une ruche à 5 mana, ce qui est extrêmement puissant, l'adversaire s'y attend forcément quand une mécanicienne est en réserve, mais c'est un play qui a tellement de puissance, peu d'adversaires sont capables de faire un 2-0 sur ça, on va souvent faire un 1, voire un 2-1, et ils sont incapables de gérer la ruche, donc il va falloir la gérer les prochains tours. Et s'ils la gèrent, c'est fini, c'est 2-0 pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt du deck cycle, c'est aussi que, comme on va beaucoup cycler, on peut faire l'ensemble de notre deck, et donc devoir reprendre notre défausse dans le deck. Donc en fait, limite on veut que l'adversaire gère la ruche, entre guillemets, on préfère la garder, mais s'il la gère, c'est pas très grave, on pourra aller la retrouver. Donc en fait, il faut vraiment voir le play de la ruche comme un play de pour 6, je mets 6 de stats, et je t'oblige à avoir une réponse sur la ruche qui ne m'enlèvera pas de stats sur le terrain. Je t'oblige à avoir une réponse qui te fera perdre la tempo et fera que moi je peux gagner juste avec ça. Évidemment, on joue 9 permanents, chacun des permanents a un effet flèche qu'on veut activer, entraînement mécanique x3, c'est pas négociable, c'est une super carte.
En réalité, il y a des games où on la joue pas, j'ai déjà fait des games où les 3 vont en mana, et c'est pas très grave, mais il faut bien se dire que ça reste une énorme carte de tempo qui est très utile, très bonne après vous, des effets qui sont du coup multiples grâce à nos permanents différents, très bonne carte. On joue évidemment la livraison gelée, très bonne après vous pour 1, qui nous fait ravitailler. Notre deck aime beaucoup ravitailler. On se rappelle que on a pour l'instant que des personnages avec des effets support qu'on veut donc voir en réserve. On a également 9 permanents. Les permanents, c'est pas très grave si on les voit en réserve, puisqu'en fait, dans tous les cas, ils n'iraient pas après avoir été joués. Donc en fait, on ne perd pas de tempo en jouant un permanent de la réserve. Et surtout, il faut quand même se rappeler que comme ça ravitaille, avec l'Ouroboros, encore une fois, on voit 2 cartes, donc c'est extrêmement puissant, ça nous permet vraiment beaucoup de choses, de l'après-vous, d'avoir plus de cartes, etc. Et pour finir, on va ajouter 3 uniques qui sont pour moi très importantes, je vous décrirai après quel type d'unique on peut rentrer. Ça nous donne donc un gros package, le cœur de ce deck, qui est du coup composé d'une trentaine de cartes, de ces 30 cartes. Pour moi, on peut pas vraiment enlever l'une de ces cartes sans en fragiliser la puissance. Maintenant, du coup, je vais vous montrer les options que vous avez pour les 9 dernières cartes ajoutées au deck. Il faut quand même bien se rappeler que du coup, là, il nous reste 3 rares, typiquement. Cette decklist et ce cœur est fait spécifiquement pour pouvoir rentrer 3 rares d'à peu près n'importe quoi. Ça nous permet beaucoup d'adaptation en fonction de la méta. On pourrait rentrer d'autres choses, mais pour moi, ça, c'est vraiment le cœur qu'il ne faut pas changer. Comme potentiel ajout, on a Pajou, par exemple, qui nous permet en effet support de créer un jeton aérolite. Son effet à lui de base, c'est juste d'être une 2-2-2 pour 2, ce qui honnêtement est de la main et de la réserve en Axiom sans avoir de synergie comme dans Traced est plutôt bon pour nous. C'est pas une très bonne carte en termes de stats, mais elle fait son travail. L'avantage qu'elle a, c'est de nous créer un jeton aérolite. Ce jeton va nous permettre de ravitailler. Il faut savoir qu'avec ce deck, vu qu'on a énormément de ravitaillement, avec les livraisons gelées, avec les entraînements, avec les Ouroboros, etc., il arrive souvent qu'on ait des effets support en réserve qu'on ne veuille pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on gagne déjà la partie, on est déjà en train de gagner des deux côtés, on n'a aucun intérêt à refaire l'activation d'une ruche ou d'un Ouroboros. Mais en fait, on a peut-être déjà 4 ou 5 effets support en réserve, on ne pourra pas tous les garder. Si jamais, parmi ceux-là, il se trouve qu'il n'y a pas joué, en fait, ça nous permet de sauvegarder, entre guillemets, une carte de sa réserve. Parce qu'en fait, on le sacrifie, enfin, on utilise son effet support pour créer un aérolite, qui sera sacrifié à la fin de la journée, et qui du coup va nous faire un ravitaillement. On essaie un peu de sauvegarder un peu de CA au lieu de juste tout perdre, c'est un peu son utilité. Dans la même vibe, on a la Chroniqueuse Lyra, qui en effet support nous permet de ravitailler. Donc dans le deck, on pourrait penser que ça serait quelque chose d'assez mandatory, mais déjà d'une part c'est une rare, donc moi dans l'idéal je préfère essayer d'en garder pour d'autres choses, mais c'est totalement quelque chose qui peut être ajouté, et surtout ça veut dire que elle est très forte uniquement si l'Ouroboros est là. C'est-à-dire que si on n'a pas d'Ouroboros et qu'on n'a que des ruches, elle est tout de suite bien moins forte. Elle va nous permettre de ravitailler une seule carte, on ne va pas pouvoir trier notre deck, c'est quand même bien moins fort. Elle a des stats ok, mais pour moi ce trou en montagne est assez préjudiciable, surtout comme pour nous ce genre de cartes là sont en fait des T1. Donc en fait ça fera qu'on se prendra un 2-1 assez facilement. On a évidemment comme ajout quelque chose de très droit, très factuel qui va faire son travail à chaque fois qu'on la jouera. L'armurière de la fonderie. Pour 3, on a une 2-2-2 qui crée un jeton Scarabot de 2-2. Pour 3, on a 4 de stats. Parfait. On lui demande pas plus. L'effet qui se coule. Dès qu'on a des ruches mises, forcément ça crée une 3-3-3 ou une 4-4-4 ou une 5-5-5 si on a réussi à avoir 3 ruches, mais ça c'est vraiment des cas très particuliers. Et c'est juste une très bonne carte, on va pas s'en cacher. Elle fait juste son travail. Dans une méta où on saurait pas exactement sur quoi on va tomber, si on a besoin de gérer telle ou telle chose, une erreur de la fonderie, c'est parfait, on l'a au T1, on sait que ça sera bien. L'un des nouveaux ajouts du 7-4, c'est la méduse lunaire. Vous allez me dire, mais enfin, c'est pas un ajout du 7-4, c'est une carte du 7-1. Oui, mais le problème de la méduse lunaire, c'est que c'est une super carte. Ça coûte 1, ça donne un boost, ça donne 2 boosts à un robot lorsqu'on le crée en pouvant la sacrifier. C'est très très fort, ça fait des après-vous. Pour 1, ça met beaucoup de pression, ça nous permet de nous adapter, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de CA. Ça nous épuise énormément la main, et en fait, depuis les 3 derniers sectes, le fait est que les decks Sierra manquaient de CA. C'était vraiment la difficulté. Maintenant que le dépôt abandonné est arrivé, et qu'en fait, avec le dépôt abandonné pour 3, on pioche 2 cartes finalement, on a une méduse lunaire qui est bien plus rentable dans les decklists. Une méduse lunaire qui va être bien plus rentable. Cette carte est très versatile, elle peut permet beaucoup de choses, mais il faut vraiment de la CA pour la rentabiliser. Et actuellement, on peut les rentrer dans les decklists, ce qui est très fort. En ajout potentiel, on a évidemment en commun les Grems, la star un peu du 7-3 qui a permis à Axiom vraiment de se démarquer et d'avoir une énorme puissance.
Ça nous permet à nous de gérer des permanents, donc dans des méta avec beaucoup de permanents à 3-, très utile. Ça nous permet de sacrifier un permanent pour créer un jeton robot. Donc en fait, on peut aussi voir l'effet avec, par exemple, si on rentre pas joue, on a potentiellement des aérolites, on a le dépôt de nez qu'on veut sacrifier. Fondamentalement, l'Ouroboros avec 2 ruches, il va peut-être être joué, mais à un moment, on peut peut-être aussi le sacrifier. Ça arrive souvent en fait quand on joue un permanent par tour, et à partir du moment où on atteint les 6-7 mana, en fait, on va sacrifier un permanent à tous les tours. Donc autant jouer les Grems pour 2 à la fin, pour sacrifier ce permanent qu'on allait perdre dans tous les cas. Donc ça peut vraiment ajouter des petits boosts qui peuvent faire très peur. Ça fait peur à l'adversaire en a peur. Ça peut aussi faire un peu un aimant à sabotage, puisque l'adversaire connaît la puissance des Grems et ne voudra pas que vous les ayez. Alors qu'en fait, ce qui est très fort dans votre deck, c'est les effets support. C'est pas les Grems tant que ça en réserve. Il est très fort évidemment, mais ça permet. Et il faut aussi se rappeler un truc, c'est que comme on est une decklist cycle, on peut vraiment aller chercher des solutions dans notre réserve. C'est-à-dire que c'est très simple pour nous de ne pas avoir de Grems et d'essayer d'aller le chercher si dans une situation il serait parfaitement adapté. Du coup, forcément, vu qu'on a de la place en rare, on peut jouer des Grems rares, c'est vraiment une très bonne solution. Ça nous permet dans des méta avec des permanents un peu plus chers d'aller vraiment chercher une très bonne solution. Si jamais vous rencontrez beaucoup de festivals, si vous rencontrez des Gulrang, que sais-je, des trucs qui jouent des gros permanents, en fait, il y a beaucoup de permanents qui sont à 4 ou 5 et qui sont très forts qu'on peut enlever. C'est vraiment très puissant de l'ajouter. Ça nous permet aussi de combler ce petite faiblesse en forêt. Ça paraît rien, mais lors des tours 1, ça arrive souvent que cette petite faiblesse fasse la différence entre un 1-0, un 2-1 ou un 2-2 ou un 1. Ça peut vraiment faire une grosse différence. Après, forcément, on a un peu la carte emblématique d'Axiom pour la CA, qui existait depuis tous les sets, qui du coup maintenant perd un peu en puissance puisqu'on a le dépôt, etc. Mais qui est toujours jouable, qui est AP. Donc pour 2, on pioche une carte. Voilà, simplement. Et un personnage ciblé change d'exposition. Ça nous permet de faire des 1-1 tout le temps, en piochant des cartes. C'est vraiment très puissant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ajouter facilement pour faire encore plus de CR. Maintenant, pour parler gestion, donc parce qu'on peut ajouter aussi de gestion, en commun, on a évidemment la décharge de Kelon, qui nous permet soit d'enlever un personnage ciblé avec un coup de main de 4 ou moins, donc en fait en général plutôt des uniques. Le problème c'est que ça ne défausse pas, mais bon, on peut pas tout faire, pour 3 surtout. Et sinon ça peut enlever un permanent de 4 ou moins. Ça sert notamment typiquement dans les match-up festival, ça sert contre des uniques un peu fortes, contre des uniques qui s'ancrent, contre des uniques qui ont des effets qui vont rester longtemps. Ça, c'est juste une bonne carte. Je l'ai beaucoup décrié, finalement je l'aime bien, puis je l'ai plus aimé, puis maintenant je l'aime, c'est le débordement de sève. Pour 4, défausser un personnage ciblé en jeu. En fait, c'est tellement fort de défausser un personnage ciblé, et en fait, le deck n'a... Comme on fait beaucoup de stats avec les effets support, finalement, on n'a pas besoin de tant de mana que ça pour créer du board. Donc en fait, on peut se contenter d'avoir ce mana pour les gestions. Et donc défausser un personnage ciblé en jeu, pour 4, c'est un peu cher, mais ça n'a aucune restriction, donc c'est très très fort. Donc en fait, c'est quelque chose qui est rentable. Honnêtement, défausser un personnage en réserve, qui est l'autre option du sort, c'est pas trop faisable. Vous allez peut-être avoir une game sur 100 sur lequel ça clutch, mais vous n'allez pas réfléchir à l'ajout de cette carte pour ça. Mais typiquement, on va pas se mentir, contre les decks Bravos, contre les decks Izmir, qui jouent l'affamé, débordement de save en main, l'affamé dégage, bah, on a perdu de la tempo, mais en fait, on va faire un 1-0, voire un 2-0 en fonction des cartes qu'on a encore en main. Et ça nous permet vraiment de revenir dans la partie. Comme autre gestion, évidemment, on a Boom, qui est une carte depuis le set 1, qui nous permet de sacrifier un personnage, et si on le fait, on défausse un personnage ou un permanent ciblé. Alors, le gros problème de Boom, c'est qu'en fait, actuellement, les cartes dont on a peur, c'est un peu les wipes de board. Et les wipes de board, ils enlèvent nos personnages, etc. N'empêche que Boom reste une carte très puissante qui, pour un de moins, fait l'effet du débordement de save. Donc en fait, si vous aimez pas le débordement de save, Boom peut être quelque chose à mettre dans votre deck. On a évidemment la version rare de Boom, qui nous permet de sacrifier un permanent ou un personnage. Alors, même chose que pour le Boom commun, il faut savoir quand même que les cas où le Boom est le meilleur, vous aurez peut-être pas de permanent à jouer. Malheureusement, pour l'affamé par exemple, c'est mort. Pour toutes les autres cartes, en réalité, c'est plutôt bon et ça vous permet de sacrifier un dépôt donné ou un Ouroboros dont vous n'aurez plus besoin. Ça peut vraiment être utile, ou un aérolite, typiquement si on joue, pas joue. Très bonne carte à ajouter en gestion. Avalanche. Avalanche, on va gérer n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 montagnes ou moins. Ça peut vraiment disrupt les decks combo. On a beaucoup d'uniques qui ont des trous. Il s'arrive parfois que les trous soient en montagne. Ça peut vraiment permettre d'enlever beaucoup de cartes. Pour 3 mana, c'est vraiment... J'allais dire un must-have, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi j'en ajouterai au moins un par deck. Comme petite option tricky, on a évidemment l'avalanche rare du coup, puisque en fait, encore une fois, on a
des options de rares. Alors, on pourrait croire que ce petit en montagne ne fait pas de différence, mais en fait, dans les decks méta, les personnes savent que l'avalanche existe, et donc cherchent parfois des uniques avec 5 de stats en montagne, uniquement pour pouvoir résister à ça. Ou savent très bien calculer le truc sur l'avalanche commune, puisqu'en fait l'avalanche rare est très peu jouée. Donc l'avalanche rare peut parfois vraiment être très utile dans des situations un peu niche sur certains tournois. Donc là, je vous conseille plutôt l'avalanche rare si vous jouez contre des bons joueurs ou des joueurs qui ont beaucoup réfléchi leur decklist ainsi que leurs uniques. En dehors de ça, je ne pense pas que le slot de rare vaille le 1 point supplémentaire. Mais ça peut vraiment avoir cet aspect surprenant qui peut vraiment faire gagner des games. Petit truc un peu clutch aussi que moi j'aime bien ajouter, c'est le Blizzard en x1, une carte rare qui envoie en réserve tous les personnages d'une expédition ciblée. C'est extrêmement fort, ça les épuise après, donc la personne ne pourra pas les jouer. Ça contre toutes les gigantesques, ça contre à peu près tout ce qui existe, ça ne cible pas, donc ce n'est pas sensible aux coriaces. C'est vraiment quelque chose qui peut surprendre, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les decklists. Encore une fois, une gestion x1 dans les decklists Axiom, parfois c'est compliqué. Il faut se rappeler que nous, on cycle, donc si on l'a en main, c'est pas très grave parce qu'en réalité on a beaucoup de CA, donc une carte morte c'est pas si grave, au pire en mana. Et en fait, si à un moment on en a besoin, on peut juste aller la chercher avec les cycles. Et c'est vraiment du coup une carte qui pourra être votre clutch factor. Vous savez que vous reste 10 cartes dans le deck, vous savez qu'il y a Blizzard, et vous êtes dans une situation où vous vous dites, là, si je sors mon Blizzard, j'ai gagné. Maintenant, je vais passer à la description de ce qui pour moi est une bonne unique à ajouter au deck. Alors vous allez voir que moi je suis pas un mec compliqué pour ma decklist et pour les uniques. Globalement, ce que je veux, c'est une unique qui a l'effet support d'activer un permanent. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, si vous avez en unique une unique qui est en gros une Inari, mais juste elle a pas le nom Inari, eh ben mettez-la. On a plein d'uniques sur la marketplace qui sont entre 5 et 10 euros, qui ont un effet support, qui ont à peu près les stats d'Inari. C'est des bonnes stats. On a l'effet support, c'est tout ce qu'on veut, ça vous coûtera pas cher. Donc franchement, je vous le dis, foncez-y. Si vous voulez tester le deck, c'est vraiment les uniques de base qu'il vous faut rentrer. Après, on a mon petit chouchou à moi personnellement, c'est d'essayer de trouver des uniques qui ont un effet de repérage ou un effet qui permet de directement en les jouant de la main, de les envoyer en réserve pour pouvoir profiter directement de l'effet support. À chaque fois, toutes les uniques que je vous montrais, pour moi, il faut l'effet support d'activation de permanent. C'est essentiel pour que le deck soit viable, pour que le deck soit pour que le deck tourne au mieux en fait, pour que le deck puisse avoir ses rouages bien huilés. Donc pour moi, l'une des meilleures cartes, ce sont les Ephrènes. Personnellement, c'est ce que je joue. Je joue 3 Ephrènes qui, en repérage 2, qui en effet main, pioche ou ravitaille, en fonction du lancer de dés, et effet support, activation de permanent. Vous avez également comme possibilité d'ajouter des Merlins. J'en joue un également, j'en ai un en possibilité à rentrer. Un Merlin du coup qui permet d'être une gestion, et avec un effet de repérage, d'activation de permanent. Donc en fait, vous allez le jouer de votre main pour le repérage, faire une gestion. Donc c'est un peu comme si vous avez une avalanche ou un débordement de sève en main. C'est la même carte, mais en fait c'est Merlin. Donc en fait, vous le jouez, vous allez faire l'effet de la gestion, mais derrière, vous avez quand même votre petit bonus d'avoir l'activation de permanent. Ce qui, mine de rien, parfois en late, ce petit bonus, ça peut être une 4-4-4 quand même. Donc c'est quand même très puissant. Vous avez également toutes les possibilités d'avoir des machines dans la glace. Les machines dans la glace, elles ont souvent des effets qui vont les envoyer en réserve directement. Il faut savoir qu'il y en a qui ont des effets flèches très puissants, tout en ayant l'effet support d'activation de permanent. Donc vous pouvez vraiment avoir pour un bonus, où j'en ai vu qui active les permanents en effet flèche. Du coup, vous la jouez, vous activez un permanent, elle va en réserve, vous pouvez activer un permanent avec l'effet support. Il y a vraiment des combos très sympas avec les machines dans la glace. Attention cependant, ça c'est des combos qui coûtent un peu plus cher parce qu'ils ont été vus assez rapidement. Templiers de l'Aegis, c'est quelque chose que vous pouvez trouver, ça a repérage. Donc vous pouvez trouver des Templiers de l'Aegis avec un effet support d'activation de permanent. Je vais pas vous mentir, je les ai cherchés. Il y en a pas beaucoup qui sont avec des bonnes stats et qu'on a envie de jouer. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est possible si vous en avez. Dans une autre optique, vous avez le Djinn Fulgurant qui a un repérage 3 et qui aussi peut se trouver avec l'activation de permanent en effet support. C'est une carte qui est assez tricky, mais vous pouvez en trouver avec des conditions pas trop dures à remplir et un effet flèche qui met une carte de mana dans qui met une carte de votre réserve dans votre zone de mana, donc vous pouvez le cibler lui-même puisque vous avez fait repérage, et qui la met d'étape. Et ça peut être vraiment très puissant parce que du coup ça fait que le repérage coûte 2 et vous pouvez mettre une carte de votre réserve d'étape. C'est un peu particulier, ça fait un gameplay un peu plus ramp,
donc pour essayer d'atteindre la ruche plus rapidement ou d'atteindre du late game plus rapidement. Mais après, faut pas se mentir, on est quand même un deck qui dépense assez peu de mana, parce qu'en fait, on joue pas beaucoup nos gros coups, à part la ruche. Donc on va souvent s'arrêter à 8-9, donc c'est pas forcément le meilleur, mais ça peut faire des trucs assez rigolos à jouer. En autre solution, vous avez également Abby, qui du coup a un repérage 2 et peut avoir en unique l'effet d'activation de permanent. Il faut savoir qu'il n'y a aucune carte unique avec un repérage à 1 qui a l'effet super d'activation de permanent, sinon je vous les aurais rentrés. Abby peut avoir du coup, gardera tout le temps son effet flèche d'amplifier n'importe quel nombre de cartes, s'il est en jeu ou en réserve. Dans le deck, c'est peu utile. Ça peut arriver que du coup, vous la jouiez un peu vers la fin, vous avez déjà créé des robots, elle booste tout. Ça peut être sympa, mais c'est un peu plus win more que vraiment un truc utile. Mais c'est quand même une carte à garder en tête parce qu'en fait, aussi, il faut se rappeler que les Abby ont souvent des stats plutôt ok pour 3 mana. Donc ça peut faire votre Inari qui a ce petit effet qui se coule et qui peut faire des choses. Donc pour finir, je vais juste vous présenter en fait la decklist que moi personnellement je joue. Donc j'ai décidé sur les 9 cartes restantes à ajouter que je vous ai mis au milieu, en rare de jouer 2 Méduses lunaires, parce que pour moi on a assez de CA pour le faire, un Blizzard pour surprendre, une décharge de Kélon pour gérer un peu des créatures, Avalanche pour surprendre également, débordement de sève pour avoir une défausse de personnage très utile. Habituellement j'en jouais 2, mais en fait du coup maintenant je considère que Blizzard joue aussi l'effet de débordement de sève, typiquement contre les affamés. Donc ça peut clairement jouer ce rôle. Et après je joue 3 Grems parce qu'en fait dans ma méta où je joue, je rencontre pas mal de personnes qui jouent des petits permanents et en fait ils me servent pas mal à avoir des petits côtés clutch. Avant je jouais 3 Pajou, j'en étais moyennement content parce que souvent on a l'impression que ça sert pas tant que ça et que le moment où on met le Pajou et on fait les aérolithes, ok on a plein de cartes réserves mais en fait on avait déjà gagné. Voilà, c'est un peu le truc. Voilà, du coup, c'est à peu près tout pour cette decklist. Et si n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'écrire sur la ruche ou alors à me MP sur Discord, il n'y a aucun problème. Je pourrai répondre à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, partager, etc. J'avoue que c'est un peu la première que je fais. Je sais pas si je ferai d'autres decklists. Je sais que typiquement, moi, je suis très intéressé globalement par Altered et Axiom. Donc si vous voulez d'autres decklists Axiom, il n'y a aucun souci, je peux vous en faire. Voire même un certain champion qui serait bleu mais qui dans mon cœur est marron, mais ça on n'en parlera pas. Et n'hésitez pas à me demander des contenus qui vous plairaient.